On va dès à présent parler d'innovation technique dans les entreprises. En la matière, les sociétés familiales sont très motrices et dynamiques, comme vont le démontrer les témoignages qui vont suivre. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas Dufourcq, le directeur général pardon, de BPI France. Bonjour. Delphine Anton, la directrice générale de Tuan. Et Christine Rioux-Ferron, la présidente de Rio Glace. Et puis, félicitations pour votre prix Chaptal, remis il y a 2 semaines, je crois. Si je dis pas... On peut l'applaudir, hein, ça. J'aimerais profiter de votre présence parmi nous, Nicolas, pour planter un petit peu le décor. Dans un monde où les conflits économiques entre les États ne cessent de se multiplier, on le voit, un coup c'est la Chine qui restreint ses exportations de ceci, un coup les États-Unis de cela. Dans une période où la notion de souveraineté n'a jamais été aussi présente dans nos débats publics, quelle place doit occuper l'innovation au sein des entreprises françaises? Est-ce une obligation pour ces entreprises, voire une question de survie? Et vous, comment vous voulez, en tant que BPI France, vous voulez accompagner ces entreprises dans ce besoin d'innovation? Merci. Écoutez, bon, c'est évidemment une réponse générale, une question générale. On ne s'en sortira que par l'innovation, petit 1. Et petit 2, la BPI, on fera tout pour financer l'innovation française. Le sujet, c'est que, effectivement, il faut avoir conscience de la rapidité des progrès de nos concurrents, quand même. Hein. Je trouve que c'est ça qui est absolument fascinant tous les matins. Si je commence par eux, évidemment, les Chinois. Ils sont tout de même incroyables sur beaucoup de verticales. Ils nous surprennent. Il y a pas mal de sujets sur lesquels ils sont devenus la nation de référence industrielle en innovation. Ils sont devant. Et donc, les pays développés, c'est eux, et les émergents, c'est nous. Il faut se le dire, pour comprendre à quel point il faut qu'on court plus vite pour les rattraper. Et les moyens qu'il va falloir qu'on mette en œuvre. Et par ailleurs, les protections. Parce que une des raisons pour lesquelles ils sont arrivés si vite, si haut, c'est aussi qu'ils nous ont beaucoup piqué. Beaucoup. Et donc moi, ce que j'ai tendance à dire, donc je pense à eux, mais d'autres également. Hein, vous savez, on est dans un monde qui est un monde ultra compétitif, ultra violent. Donc c'est pas simplement parce qu'on va dire que la France doit innover qu'on va rester compétitif. Il faut qu'on innove énormément. Donc il faut plus d'ingénieurs, il faut, mesdames, c'est formidable, il faut plus de filles dans l'innovation industrielle. Hein. Il faut que tout le capital humain français se mette au service de ce combat, qui est un combat fondamental, mais difficile. Alors, un petit rebond. C'est vrai que vous dites que l'Europe doit faire beaucoup plus, mais par exemple, l'Italie, on a beaucoup parlé de l'Italie ces derniers temps parce que l'Italie s'en sort plutôt bien dans ce contexte un peu difficile pour l'industrie européenne. Enfin, c'était juste un regard. Delphine Anton, pour continuer ce petit tour de table, donc Tuan, c'est 281 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 2400 collaborateurs, 17 usines, et c'est surtout 4% du chiffre d'affaires injecté chaque année dans la R&D. Alors, dans un secteur concurrentiel comme l'équipement médical, c'est une question de survie, l'innovation. Complètement. Quand on a préparé cet échange, vous parliez beaucoup de la concurrence asiatique aussi. Alors complètement, ce qui vient d'être évoqué est tout à fait juste, c'est-à-dire que les Asiatiques et d'autres, je dirais là même des Turcs, les Tunisiens apprennent extrêmement vite. Et on peut dire que la concurrence est effectivement complètement mondiale, malgré certaines barrières à l'entrée qui existent en partie sur les réglementations européennes qui sont extrêmement compliquées. Mais donc c'est complètement une question de survie. Et je dirais les moyens qu'on met en œuvre sont totalement nécessaires pour garder une étape d'avance par rapport à tous ces concurrents. Maintenant, je dirais fondamentalement, dans le cas de notre entreprise, du groupe Tuan, notre ADN est autour de l'innovation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mon arrière-grand-père, qui était celui qui a fait la transformation vers le médical, alors qu'on était au départ dans le textile à destination de la confection, avait déjà les gènes autour de l'innovation. Et c'est ce qui s'est passé dans les années, dans les générations qui ont suivi. Donc je dirais que c'est un ADN qui est complètement ancré chez nous, mais qui est une obligation et une question de survie complètement, oui. L'enjeu, c'est peut-être se différencier au final. Enfin, on parle d'innovation, mais l'idée, c'est d'avoir. On en parlait ce matin, c'est Trendéo qui en parlait beaucoup. Il disait c'est d'avoir des produits à forte valeur ajoutée finalement. C'est ça l'enjeu. Pour moi, parce que l'innovation, c'est un peu fourre-tout, quoi, si je peux me permettre. Ouais, pour moi, l'innovation, c'est vraiment de se dire qu'on fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant, même si on est sur un endroit qui a déjà été, je dirais, une technologie qui a déjà été pratiquée. Ça a été le cas, par exemple, sur nos orthèses en carbone. La technologie était une technologie qui venait de la Formule 1.
et qui a été appliqué au médical du fait de ses propriétés, d'une part de légèreté et de biomécanique, c'est-à-dire de capacité de résistance des matériaux pour servir la cause d'un patient. Donc là, on est vraiment au cœur de comment est-ce qu'on vient chercher ces technologies qui sont ailleurs et comment on vient les appliquer chez nous. C'est ça l'innovation. C'est également pour moi la capacité à venir mélanger des technologies qui sont maîtrisées par nous et les associer pour créer effectivement quelque chose de nouveau. C'est le cas sur ce qu'on vient une étape qu'on vient de réaliser à travers un partenariat, une prise de participation avec une start-up canadienne qui, elle, va nous apporter les moteurs et sur lequel nous, on va poser une orthèse, là aussi rigide, une orthèse en carbone, et qui va constituer un exosquelette qu'on va adapter pour le patient. On en parlera un tout petit peu plus dans le détail dans quelques instants. Je vais conclure ce tour de table introductif avec vous. Christine Rio-Ferron, vous produisez chaque année 100 000 tonnes de verre plat, et votre spécialité, en résumé, c'est de donner une fonction à ce verre, une fonction... on va dire à haute valeur ajoutée, secteur que vous dites qui est victime d'une certaine méconnaissance. Concrètement, de quoi est capable le verre que vous produisez chaque année en France ? Alors oui, avec nos collaborateurs, nous sommes 1400, nous produisons 100 000 tonnes de verre plat par an, que nous transformons dans nos 20 usines en France, en Belgique et en Espagne. Et au-delà d'apporter une fonction, d'apporter de la lumière, aujourd'hui on a innové pour apporter des fonctions sur ce verre qui peuvent être de l'acoustique, du contrôle solaire, du chauffage et bien d'autres. On est aujourd'hui en train de développer encore de nouvelles fonctions et on est accompagné par BPI France et j'en profite pour vous remercier. Effectivement. Et vous étiez actionnaire avant, effectivement, quand on a remonté la filière en 2012, parce notre métier historique, c'est la transformation du verre plat, et en 2012, on est devenu producteur de verre, donc on est le seul indépendant aujourd'hui à avoir à maîtriser ses approvisionnements de matières premières. Et effectivement, ces temps de tension nous permettent de nous remettre en question. Et j'ai apporté là aujourd'hui un produit que nous avons mis au point au moment de la pandémie, alors qu'on était complètement à l'arrêt, nos usines fermées. C'est un clavier antibactérien qu'on a développé et accompagné par la BPI en verre, à destination de la machine-outil ou des laboratoires du médical et on a équipé tous les hôpitaux de notre région au moment de la pandémie de ce clavier. Donc je l'ai rapporté pour vous l'offrir, Monsieur Dufourcq. On va continuer avec vous, Delphine Anton. Vous parliez il y a quelques instants de votre politique d'innovation. Vous avez 200 brevets actifs à l'heure actuelle, justement, mais depuis quelques mois, quelques années, vous êtes plus dans une logique d'acquisition, voire de prise de participation dans les jeunes entreprises, à l'image de ce que vous avez fait avec cette start-up canadienne. Pourquoi privilégier cette stratégie maintenant de partenariat plutôt que de la R&D purement interne ? Alors, je pense qu'on a encore une roadmap sur nos savoir-faire et nos technologies qui est encore tout à fait riche et qui peut nous amener sur des belles choses. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a toute l'humilité de croire qu'il y a des endroits de technologie qu'on n'aura pas ou dont on sait qu'il faut un temps long et trop long pour pouvoir être au rendez-vous par rapport à des concurrents internationaux qui sont de plus en plus rapides. Et donc, on sait qu'on doit pouvoir s'associer et faire quelque chose qui est assez nouveau chez nous, qui est de se dire qu'on fait des partenariats, parce qu'on a eu plutôt tendance à être, je dirais, très fiers et très internes, et qu'on est en train de passer une étape fondamentale de se dire que le futur ne se fera que et principalement avec des partenariats. Donc faire ce qu'on vient de faire avec cette start-up canadienne et d'associer des moteurs dont on ne sait pas la technologie et dont on sait que cette technologie-là, elle sera très longue à apprendre, de s'associer très vite. C'est ce qui s'est passé. On a mis 3 mois entre le moment où on les a rencontrés et le moment où on a investi chez eux. Et la distribution va commencer dans quelques semaines. Et je vais en Angleterre demain pour pouvoir la lancer. Eh bien, cette technologie-là, elle va s'associer entre 2 personnes qui, au départ, ne connaissaient pas l'autre et qui va permettre justement de faire de l'innovation. C'est quand même plutôt rapide, hein. Enfin, ça montre un certain volontarisme, parce que c'est vrai que parfois une prise de participation, ça prend plus d'1 an même. Vous, en quelques mois, on passe de la prise de contact à la commercialisation. Alors, il y avait un vrai alignement des planètes sur cette étape-là, et donc il y a des fois où ça marche très vite, il y a des fois où c'est un peu plus long, mais en l'occurrence, ça a été très rapide, oui.
Christine, tout à l'heure, vous étiez le seul producteur français indépendant de verre, mais vous avez aussi mis au point, enfin, vous avez remis au point ou relancé une filière aussi de recyclage des menuiseries en fin de vie. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette décision? C'est pas plus simple de produire, de rester dans la production neuve, entre guillemets, alors que ça fait pas longtemps. Enfin, vous êtes l'un des seuls à maîtriser ce savoir-faire, donc pourquoi pas plutôt continuer d'appuyer sur ce bouton-là? Alors, effectivement, au-delà de l'innovation produit, on réfléchit à l'innovation process, et moi, je crois aussi beaucoup au partenariat. Donc, on s'est associé avec 2 de nos clients et un recycleur pour finalement faire en sorte que toutes les fenêtres aujourd'hui qui sont issues du démantèlement ne partent pas en enfouissement et soient recyclées. Le verre, c'est recyclable à l'infini. Donc, aujourd'hui, on a une société de démantèlement qui permet de renvoyer le PVC dans le PVC, le bois dans le bois, l'alu dans l'alu et le verre dans le verre. Donc il y a une notion de responsabilité vis-à-vis des générations à venir, mais il y a aussi pour nous un enjeu de matière première, parce qu'aujourd'hui, pour fabriquer du verre, on utilise du sable. On sait que le sable va être une denrée rare, donc finalement, plus on va mettre de verre dans notre four, moins on va consommer de sable, et moins on va consommer aussi d'énergie, parce que le point de fusion pour faire fondre du verre, c'est 1600 degrés. Le point de fusion pour faire fondre du sable, c'est 1600 degrés, alors que le point de fusion pour faire fondre du verre, c'est 800 degrés. Donc l'enjeu, pour nous, il est double. Nicolas Dufourcq, est-ce que vous voyez sur le terrain de plus en plus une appétence d'entreprise justement pour toute cette notion de recyclabilité, de réemploi? Est-ce que la BPI, souvent il y a ce slogan, vous êtes la banque du climat, alors vous accompagnez les entreprises, est-ce qu'il y a cette notion de critère ESG souvent dans laquelle on englobe beaucoup de choses? Est-ce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur dans les dossiers qui passent tous les jours sur votre bureau? Oui, on peut dire que oui, c'est générationnel hein, et c'est sociétal. Donc voilà, la réponse est oui. Pas de dispositif particulier, non? Alors si, alors bien sûr. Donc ensuite, il faut se souvenir que cette circularité que vous signalez là, ou bien l'éco-conception par exemple, ça se finance. C'est pas gratuit. Hein. Et les dispositifs bancaires classiques pour financer ça, en fait, sont extrêmement rares. Quand vous faites travailler par exemple un certain ingénieur ou un bureau d'études pour faire de l'éco-conception, c'est de l'immatériel. Il n'y a pas de collatéral, vous n'allez pas pouvoir fournir des garanties à votre banquier pour faire ça. Donc il faut que vous preniez un prêt sans garantie, et il n'y a que la BPI pour les faire. On en fait à peu près 5 milliards d'euros par an. C'est des prêts qui sont à 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement. Certains d'entre vous en ont eu, évidemment, ici. Mais on ne prend pas de garantie sur l'entreprise ni sur l'entrepreneur. Et ça finance l'immatériel. Ça va financer les outils informatiques nécessaires, ça va financer le BFR nécessaire, parce que tout ça, c'est du temps de capital utilisé, etc. Donc on a ce type d'outils. On a également les outils de financement de l'innovation. Mais le point que je voudrais faire, c'est que ce que vous faites toutes les deux, mesdames, est absolument... D'abord, c'est remarquable et c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut injecter de l'innovation, de la techno de rupture dans le monde de l'entreprise industrielle familiale française le plus et le plus vite possible, pour résumer. Hein. C'est la clé de la pérennité du capitalisme industriel familial dans les territoires en France. Ça veut dire qu'en effet, des stratégies partenariales sont fondamentales, parce qu'une ETI ou une PME familiale industrielle du territoire ne peut pas tout faire. Et c'est tout le slogan chez nous qu'on appelle Tech in Fab. Vous savez, il y a le coq rouge qui est le coq de la French Tech, il y a le coq bleu, le coq de la French Fab. Il faut que ces deux coqs se parlent. Alors, il y a plein de très beaux exemples, il y a plein de belles histoires, c'est magnifique. Prenez une entreprise comme Lizzie, par exemple. Lizzie travaille avec 15 startups dans son usine de Saint-Ouen-l'Aumône. Hein. Parfois, vous avez des ETI familiales industrielles qui travaillent avec plus de startups que les grands groupes côté industriel. C'est exceptionnel. Mais il faut que ça devienne une norme. Et ça se fait beaucoup territoire par territoire. C'est-à-dire que vous allez avoir, je ne sais pas moi, Joseph Puzzo ou sa fille maintenant chez Axon Câble à Montmirail, qui va travailler avec les universités de sa région, avec les universités de technologie de sa région, hein, et qui va monter des chiffres avec sa région. Vous allez avoir telle ou telle entreprise d'Annecy qui va travailler également avec les laboratoires du CEA de sa région. Hein. Donc Tech in Fab, si vous pouviez retenir ça, coq rouge, coq bleu,
c'est complètement fondamental. Hein. Ça prend du temps parce qu'il faut aller les trouver, les startups trouver. La startup au Canada, je ne sais pas combien de temps ça vous a pris, et puis ensuite, il faut que ça marche. Hein. Il faut que la chimie fonctionne. Donc, mais ce temps-là est absolument fondamental. Et dans le plan stratégique de la BPI, je peux vous dire qu'on va mettre 35 milliards d'euros sur la réindustrialisation. Et un autre 35 milliards d'euros sur la décarbonation de l'industrie française. Mais dans les deux cas, l'innovation dans la PME familiale industrielle des territoires est complètement centrale. Et nos 50 agences locales ont cet ordre de marche-là, sont incentivées là-dessus. Hein, le discours que je tiens, elles sont capables de le tenir. J'aimerais vous faire rebondir sur un autre chronique qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le CIR, le crédit d'impôt recherche. La Cour des comptes, dans un récent rapport, appelle à le réaménager. Pendant un certain temps, les parlementaires de notre pays s'y sont intéressés pour le sabrer. Le Premier ministre a annoncé qu'il était OK pour des aménagements, mais qu'il faudrait que l'enveloppe soit à peu près conservée. Mais on sent que cet outil est souvent menacé, alors que tous les entrepreneurs, et on en parlera dans quelques instants avec vous, Delphine, disent que c'est un outil formidable d'attractivité pour la France. Vous, quelle est votre position par rapport à cet outil ? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus sur le crédit impôt recherche. Il est vrai que les évaluations économiques du crédit impôt recherche montrent que l'effet multiplicateur, il est de 1. Ça coûte de mémoire 7 milliards d'euros. 7,3. Oui. 7,3 milliards d'euros, et ça équivaut à 7,3 milliards d'euros de recherche. Donc il n'y a pas d'effet multiplicateur. Alors que les aides à l'innovation de la BPI, par exemple, vous avez des effets multiplicateurs importants, de 2 à 3, voire plus quand ce sont des prêts à l'amorçage ou des prêts à l'innovation. Donc il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on fait c'est de facto de la subvention fiscale? Pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas un autre schéma, comme dans les autres pays, puisque les autres pays n'ont pas de CIR, hein. En réalité, il faut complètement changer de verticale d'analyse et se souvenir que l'État-providence français se finance sur les salaires. Donc, les cotisations sociales en France sont extrêmement élevées, beaucoup plus élevées qu'à l'étranger. Donc, le crédit impôt recherche, en fait, c'est un peu le CICE des ingénieurs. Tout le monde se souvient du CICE. Bon, mais le CICE, c'était pour 1,3 fois le SMIC. Et le CIR, c'est le CICE des ingénieurs, ce qui permet de baisser le coût de l'ingénieur, tout simplement. Hein. Et c'est ça qui fait qu'on garde nos bureaux d'études en France. Si vous supprimez le CIR, les grands bureaux d'études partiront en Inde, en Chine, au Vietnam, au Maroc, en Turquie, en Tunisie, en Hongrie, partout. Donc le sujet, vous parliez d'attractivité, en fait, j'ai envie de vous dire, l'essentiel du CIR participe à la politique de l'emploi plus qu'à la politique d'innovation. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. C'est pour ça que moi je le défends mordicus. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on a le CIR qu'on a le centre de recherche d'Apple qui vient en France, le centre de recherche de Meta Intelligence Artificielle qui vient en France, etc. Si on avait le coût du travail plein pot des ingénieurs, nous ne serions pas compétitifs face aux autres nations que j'ai citées tout à l'heure, qui sont maintenant des très grandes nations d'innovation. Delphine Anton, je sais que c'est un sujet que vous regardez beaucoup. Quand on a préparé cette table ronde, on en a un petit peu parlé. Est-ce que ça vous inquiète? Et vous, quelle serait votre position? Nicolas Dufour dit que voilà, il y aurait des unités de R&D qui se feraient ailleurs. Est-ce que vous, voilà, c'est quelque chose qui ça pourrait être une conséquence si jamais il n'y avait plus de CIR en France? Alors, on fait un peu de politique fiction entre guillemets, mais voilà, est-ce que c'est un outil déterminant dans votre politique interne? Alors, si on devait faire des choix uniquement par rapport à la politique et par rapport à la fiscalité, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, ni sur l'industrie, ni sur d'autres choses, ni sur la place de notre R&D en France, puisqu'il y a 90% de nos ingénieurs R&D dans le monde qui sont français. Et donc nos choix, ils se font par courage et par volonté et par une forme de loyauté par rapport au territoire français. Maintenant, par rapport au CIR, oui, bien sûr que c'est une inquiétude pour nous. C'est un endroit où on se dit qu'on a un vrai élément de différenciation, ça vient d'être évoqué, par rapport aux autres géographies. Et que quand on a quelque chose qui marche, et je pense que le CIR marche, ce serait dommage de casser quelque chose qui marche. Maintenant, comme je vous le disais, est-ce que ça va changer fondamentalement nos choix et notre courage par rapport à la présence de nos ingénieurs en France? Probablement pas.
Et par rapport au fait d'avoir des ingénieurs qui sont en France et qui agissent en France, il y a quand même un élément qui est déterminant, c'est en quoi l'ingénieur qui est proche de l'industrie est un binôme gagnant. Moi, j'en suis convaincue. C'est-à-dire qu'une industrie française passe aussi par des ingénieurs qui sont en France. Pour rester dans ce côté dispositif, soutien à l'industrie, soutien à l'économie avec vous, Christine Rioux-Ferrand, je voudrais qu'on parle de MaPrimeRénov'. Je sais que c'est un de vos combats. Vous dites, vous vous sentez un peu lésé par cet outil, enfin, en tout cas par ce dispositif. Vous estimez qu'il ne met pas assez en avant les bienfaits de l'industrie de la verrerie française, que ça privilégie beaucoup d'autres technologies comme les pompes à chaleur, etc. Concrètement, comment on pourrait rectifier le tir pour que ça profite à vous et vos partenaires? Alors effectivement, on a une grande frustration parce qu'on a tous, j'allais dire dans notre entourage, où on le vit nous-mêmes, parfois dans les personnes qu'on côtoie, c'est d'entendre voilà, des propriétaires qui ne peuvent pas vivre dans leur véranda l'été, qui ne peuvent pas vivre dans leur véranda l'hiver, ou des personnes qui sont obligées de passer dans des temps de forte chaleur une partie de l'été avec les volets roulants fermés. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les fonctions qu'on associe au verre permettraient aujourd'hui, si on équipait en France tous les bâtiments du bon verre par rapport à leur orientation, on pourrait faire l'économie, la production de l'énergie de plus d'une centrale nucléaire. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal, ouais. Et le client final veut ce produit. Je vous parlais tout à l'heure de fonctions d'acoustique. Le client qui habite, le client final qui a sa maison devant une route, il veut s'isoler du bruit. En fait, il y a une vraie méconnaissance de ces fonctions et on investit, nous, pour effectivement porter ces messages, ce qui n'est pas toujours simple à faire quand on est essentiellement B2B. Nicolas Dufourcq, dans ce contexte de flou qui entoure le budget de 2025, alors peut-être qu'on y verra un peu plus clair dans quelques heures, mais c'est pas dit, comment BPI peut rester un acteur clé dans l'innovation des entreprises? On le voit, beaucoup d'industriels disent mettre en pause leurs investissements. Il y a vraiment eu le bouton pause qui a été activé depuis le mois de juin. Donc vous, voilà, on parle souvent que les budgets de la BPI vont être un petit peu rognés, un petit peu ajustés. Alors, comment garder cet optimisme que vous portez? On va continuer à être optimiste. Alors, je vais vous la faire optimiste. Si vous voulez. Après, on peut faire la version pessimiste. Non. On est entouré de pays qui ont connu des crises parlementaires. Est-ce que les entrepreneurs industriels de ces pays ont posé le sac pour autant? Non. Prenez l'Espagne. L'Espagne n'a pas de budget depuis 2 ans. C'est-à-dire que le budget de l'Espagne 2024, c'est le budget 2022. Ils sont en service voté ou en 12e provisoire, ce qu'on va probablement connaître à partir de ce soir. Vous prenez la Belgique, vous connaissez tous le cas de la Belgique. Vous prenez le cas de la Hollande a mis pratiquement 7 mois et demi, presque 8 mois pour former un gouvernement. Ils ont fini par former qu'à un gouvernement, sans rentrer leur extrême droite au gouvernement, etc. Mais est-ce que les entrepreneurs industriels hollandais ont posé le sac pendant 7 mois? Non. Et vous prenez les Finlandais, pareil. Vous prenez les Danois, pareil. Vous prenez ce que vit l'Allemagne en ce moment. Bon, donc moi je pense qu'il faut qu'on apprenne, vous prenez les Italiens, à s'immuniser, c'est ce que vous disiez, je crois, à s'immuniser de cette bulle de psychisme négatif, en se souvenant toujours que l'industrie c'est mondial, on est un pays de 60 millions d'habitants dans une planète de je ne sais plus combien, il y a combien d'habitants? Je crois 7 milliards. 7 milliards, bon. Et donc, le monde entier nous attend. Donc, il faut absolument continuer à investir. La bonne nouvelle, c'est que quand on fait des amphis comme ça, et qu'on dit aux entrepreneurs, mais levez la main ceux qui veulent continuer d'investir en 2025, il y en a quand même beaucoup qui continuent de lever la main. Nos enquêtes montrent que ça descend, mais on a encore 45% des entrepreneurs qui disent qu'ils vont investir en 2025. Alors, le financement d'innovation par la BPI, en effet, ça va être beaucoup le devenir de France 2030 à partir de ce soir 21h. Parce que France 2030, est-ce que c'est des services votés ou est-ce que ce n'est pas des services votés? Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle va être l'interprétation juridique de France 2030. Est-ce que c'était de l'exceptionnel qui tombe du jour au lendemain si on passe en 12e provisoire ou pas?
Il se trouve que France 2030 est l'héritier du PIA 4, du PIA 3, du PIA 2, du PIA 1, donc ça commence à faire longtemps, et que ça fait partie pour moi évidemment du paysage fondamental du financement de l'innovation par l'État. Donc j'ai du mal à imaginer que ça ne soit pas considéré comme des services votés. Si c'est le cas, à ce moment-là, ça veut dire qu'on aura, grosso modo les enveloppes 2024 qui étaient encore assez généreuses. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est l'inconnu, je ne peux pas vous dire. Bruno Bonnel a rencontré ce matin, se disait optimiste sur le dispositif France 2030, en tout cas pour l'année 2025. C'était plus pour 2026-2027 que les inquiétudes étaient fondées si jamais il n'y avait pas de budget voté. Hein, voilà. Tout à fait. Je pense qu'il faut, au fond, il faut se dire que tous ces programmes d'investissement d'avenir, moi je l'ai toujours dit d'ailleurs, ça a toujours été un vrai miracle français. Ça n'existe pas ailleurs en Europe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, est-ce que c'est éternel? Probablement pas, quand on a 120% de dette sur PIB. Donc au moins profitons-en tant que c'est là. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Notre budget, je vais le passer en conseil d'administration cette semaine, prévoit 3,5 milliards de financement de l'innovation en 2025. Contre 5, quelque chose en 2024 et contre 9 milliards en 2023. Pourquoi est-ce que ça descend? Parce que les gros grumeaux qui étaient le financement de la Gigafactory de Douvrin, de la Gigafactory de Prologium, à Dunkerque, de la Gigafactory de semi-conducteurs, tout ça est derrière nous. Hein. Donc maintenant, c'est plutôt le flux de tous les projets, des appels à projets de France 2030 que vous connaissez, qui continue. Mais voilà, donc si c'est 3,5 milliards en 2025, on a quand même, franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. J'aimerais profiter de votre présence parmi nous, mesdames, pour conclure cette table ronde, un peu avoir votre témoignage de dirigeant d'entreprise sur ces 6 derniers mois. Comment vous vivez, comment vous traversez cette période d'incertitude politique? On a un petit peu parlé avec vous, Delphine, mais peut-être commencer par vous, Christine. Comment vous affrontez, comment vous analysez cette période d'incertitude? Est-ce que ça vous bloque d'une certaine manière dans certains projets? Comme le disait M. Defour, qu'on continue d'investir. Moi, avec mes mots, hein, mais j'ai l'habitude de dire en interne, on courbe le dos, on adapte l'effectif à la charge, on range la maison, et puis on se remet en question sur tous les sujets. On profite d'avoir ce temps pour se remettre en question, de mettre en place des choses. On vient d'ouvrir notre capital à nos salariés. C'était un sujet qui a pris du temps et on a continué sur notre lancée. On a créé une académie. En fait, on prend ce temps, on profite de ce temps pour mettre en place des choses qui sont des choses que on met en place pour le long terme. Donc, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'arrête pas d'investir parce qu'on croit en l'avenir. On est engagé et à la barre de notre entreprise. Donc, finalement, on prend la vague et puis on essaye de voir les opportunités qu'il y a dans cette crise. Delphine Anton, le mot de la fin. Je dirais qu'on a la chance d'être dans le cadre d'une entreprise familiale, et ça a été évoqué il y a quelques minutes sur le fait qu'on a la chance d'avoir des actionnaires qui ont confiance et qui nous font confiance, et dont on peut dire que c'est le socle qui permet de faire ce que vous évoquiez, c'est-à-dire de garder le cap, de regarder encore plus loin que le court terme qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire les 6 mois, de regarder à 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 100 ans, et de se dire qu'est-ce qui va faire qu'on est encore là dans 100 ans. Oui, c'est un atout au final, bien sûr. cette spécificité que vous avez dans ces temps troubles. Merci à tous les trois, on peut les applaudir.